Bien Donc, sûr, hein. j'ai du mal à imaginer que tous ces faits-là, il n'est pas amené à ce que la France ait une influence aussi de tous ces mouvements-là qui ont eu lieu. Il y a eu également des Juifs qui sont venus en France au milieu du siècle. Et à mon avis, il y a une influence qui ont été apportées de ces gens-là. Pour moi, la France, avec des racines chrétiennes et tout ça, c'est une lecture qui est apportée, mais je trouve que c'est pas la seule lecture historique. C'est une lecture dominante qu'on très nous a vue. sincèrement, je vois pas. Ah bon, moi, je vois pas totalement d'autres lectures. Je vois pas, puisqu'on peut pas parler d'une France musulmane ni d'une France juive. Ce serait complètement, je trouve, je sais pas, décalé. Il y avait des communautés juives, des communautés musulmanes, certainement très très peu. Il devait y avoir des musulmans, mais alors pas au point qu'on puisse parler de communauté. En tout cas, qui influence tout le destin du pays. Aujourd'hui, oui, c'est une réalité, mais pas à partir de... Même il y a 100 ans, ça ne l'était pas. Je crois qu'il y a 100 ans, au début du siècle, on recensait quelques milliers de musulmans en France. Donc, au début du siècle. Hein. On peut remonter aussi beaucoup plus largement au-delà du médiéval, quand les Francs sont arrivés, les Francs n'étaient pas installés sur le territoire de la France en tant que tel. Non, ça constitue la France. Hein. Bien sûr. Donc de toute façon, quand je dis qu'il y a une terre de migration et que la France a été une terre de migration et qu'elle a amené de toute façon à ce qu'il y ait une évolution qui vienne de différentes régions du monde, c'est bien le cas. Mais au même titre que oui, mais c'est bien plus tard dans l'histoire. Je veux dire, les migrations telles qu'on les connaît, subsahariennes, ça arrive à partir du XXe siècle. Avant, il n'y a pas de migration subsaharienne en France. Ah oui, non mais ça, je dis bien. Mais là, c'est un cas très particulier que vous définissez, c'est celui de l'Afrique subsaharienne. Ouais. J'ai envie de dire extra-européenne, puisque même extra-français, puisque il n'y a pas eu de grande migration à l'intérieur de la France, à part, comme je dis, à part des Italiens, des Polonais qui arrivent au 19e siècle, on va dire à la fin du 19e siècle, avec l'industrialisation. Mais avant, les gens ne font pas, il n'y a pas de grand courant migratoire. Ah oui, vers les colonies, un peu. Et encore, les Français n'ont pas été des grands colonisateurs, on va dire, de peuplement. Comparé aux Britanniques, c'est très léger, à part le Canada, un petit peu, l'Algérie, voilà, c'est les deux exemples, c'est tout. Mais la France n'a pas été un grand pays de colonisation de peuplement. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre à quel moment, justement, l'immigration, c'est-à-dire d'aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas en train de fracturer, on va dire, de mettre en péril la cohésion nationale ? Justement à cause de ce multiculturalisme, parce que finalement ceux qui rejettent le multiculturalisme, c'est les Français. L'idée d'une immigration qui mettrait en danger la cohésion nationale, je n'y crois absolument pas. Pourtant, moi je ne parle pas d'un point de vue racial, mais quand on a affaire, par exemple, je prends un exemple pour bien comprendre, on a affaire aujourd'hui à des gens qui ont des nationalités françaises, qui ne connaissent pas la culture française, des fois qui ne parlent même pas le français. Est-ce que c'est pas problématique quand même? Non. Vous savez ce que disait Ernest Renan? Non. Sur le concept de nation? Ah oui, si, je sais ce qu'il disait sur le concept de nation. Il disait que tout le monde peut appartenir à Il disait appartenir à une nation, ce n'est pas parler la même langue, ce n'est pas appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est avoir fait de grandes choses dans le passé et vouloir encore en faire dans l'avenir. Là, ils ne veulent plus en faire en France, dans l'ensemble des choses, les gens. Le communautarisme, justement, on voit bien en banlieue aujourd'hui, on habite dans les mêmes banlieues, on va dire, chacun est recroquevillé sur lui-même. On me parle justement, moi je ne vois pas les gens se mélanger, je vois que ça se sépare. Dans des quartiers aujourd'hui, je vais poser une interrogation. Qu'est-ce que le politique doit faire justement pour créer ce lien-là entre les différentes communautés ? Je vais poser une question très claire. Le 93, on va parler de l'exemple du 93, c'est un très bon exemple. Le 93, il n'y a plus de blancs. Clairement, les Français dits de souche blanc ont déserté le 93. C'est faux. Je suis désolé, venez à Aubervilliers, je vous en montrerai plein. Il y en a très peu. Soyons clairs, ceux qui sont encore là, ce sont les prolétaires qui n'ont pas pu bouger, mais toutes les classes moyennes ont disparu. Elles sont plus. Il n'y a plus de mélange. Moi, je veux bien on me disait qu'il y avait un mélange dans les banlieues dans les années 70, quand moi je l'ai connu à l'époque, quand j'étais petit certainement. Mais
dans les années de 90 déjà, ça n'a plus de sens. Et alors dans les années 2000, on est à des années-lumière. Il n'y a plus de... Voilà, alors oui, il y a pas mal de questions sur le chat, on en parlera. C'est une vraie question, moi, de mon point de vue. Parce que je vois que la question... Ah ouais, on me dit, c'est quoi la culture française? Bah oui, ça interroge les gens. C'est quoi la culture française? C'est une vraie question qui se pose. C'est pour ça que, pour moi, le concept de culture, il repose plus sur un patrimoine de l'humanité que écouter des musiques qui viennent d'Afrique et d'Amérique du Sud. Vous verrez, il y a des sonorités qui se ressemblent extrêmement. Pour moi, il y a un noyau. Il y a un noyau qui est... Alors, certains vont me dire c'est des propos très humanistes, mais j'assume. C'est clair que il y a quelque chose qui relie l'humanité dans toutes ses composantes, dans toutes ses origines, dans toutes... Et la culture qu'on dit française, pour moi, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut parler de culture et lui donner une qualification qui porte sur un pays ou quoi que ce soit. Comme si c'est une question qui se pose. Parce qu'il y a des habitudes, il y a une histoire. Le mot culture, qu'est-ce que vous y mettez derrière? C'est ça que je demande aux gens. Est-ce que c'est des traditions? Est-ce que c'est des coutumes? Mais c'est un tout. C'est voilà. Un tout avec des traditions, des coutumes, une langue, des mœurs. Voilà, parce que c'est tout un ensemble. Si on parle de tradition, de coutumes, ça, très bien. Mais là-dessus, pour moi, la culture française au sens propre du terme, j'ai une vision. C'est-à-dire que je ne dis pas que là-dessus, mon pays n'a rien fait durant des siècles. Non, il y a eu évidemment de grands hommes de lettres. Il y a eu bien sûr, je vais pas... Moi, quand je redécouvre les poètes de la Pléiade, les Joachim du Bellay et tout ça, les Ronsard, bien sûr que je m'assimile à ça. Mais après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on met sur le mot culture? Et aujourd'hui, le mot culture, ce qui me désole, c'est que on l'instaure dans un contexte toujours qui est celui de l'immigration et comme quoi pour moi là-dessus, j'aime pas parler je ne sais pas comment parfaitement l'exprimer, mais j'ai un problème avec le mot. J'ai un problème avec ce mot-là, culture, parce que moi j'aurais plus l'idée de parler pour parler de tout ce dont je viens de dire, de parler d'un patrimoine. Il peut y avoir un patrimoine français, un patrimoine littéraire, un peu. Mais le mot culture, pour moi, c'est quelque chose qui englobe. Pour moi, c'est quelque chose qui... Par exemple, on ne peut pas parler d'une culture musulmane. Même pas. Pourtant, on peut en parler. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est propre. Là, on est tombé sur un débat qui est très spécifique à moi. mais peut-être bien que ça a à voir quand même avec le... Mais c'est très spécifique. Là, vous rentrez dans quelque chose ça va quand même personnel. Oui, mais alors moi, justement, dans ce cas, je ne vais pas rentrer dans le personnel, mais au moins au point de vue, on va dire politique, puisque après, voilà... On parlait et on est parti, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'on est parti en plus de ce que moi j'appelle la différence entre le Front National et le Front de Gauche qui se base sur l'immigration. À partir de là, est-ce qu'il est possible de se dire que vu que c'est le seul point de différence quasiment entre le Front de Gauche et le Front National, c'est quoi l'idée du Front de Gauche justement sur l'immigration? C'est quoi? C'est qu'il faut encore plus d'immigration, ouvrir les encore... Parce que là on est déjà dans le toute ouverture des frontières. Donc on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus. La question de l'immigration, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Pour moi,
C'est pas se cacher les yeux, parce que c'est un problème. Si le Front National fait 30% aujourd'hui, c'est que c'est un problème pour des gens quand même. On peut pas les... Si Sarkozy s'est fait élire en 2007, c'était sur ce programme même de l'immigration, c'était sur ces mots sur l'immigration, il parlait du ministère de l'immigration. Je veux dire, c'est pas un peu se cacher derrière son petit doigt, dire non, c'est pas un problème, alors que c'est un problème pour plein de gens. Alors ces gens qui ont un problème avec l'immigration, alors pourquoi ils ont un problème avec l'immigration, j'aimerais savoir. Les gens, moi quand je les écoute, il y a un problème d'acculturation. Ils pensent que les gens qui viennent ramènent leur culture, donc on est dans une superposition des cultures. Ils pensent que l'immigration... Et qu'est-ce qui est mal dans la différence de l'autre? C'est ça que je veux comprendre. La différence, c'est qu'on en arrive après à des situations extrêmes où il y a des gens qui ne peuvent plus, qui ne veulent plus, qui font, par exemple, pour ce qui est du cas de la France, qui font de l'anti-France. C'est-à-dire qu'ils grandissent avec l'idée qu'ils rejettent la France. Si vous baladez avec un drapeau français, on vous traite de fasciste, etc. Quand les gens voient peut-être aussi, alors je vais pousser plus loin le bouchon en tant qu'avocat du diable, c'est par exemple lorsque ce qui s'est passé récemment, comme on a vu de matchs de foot, quand des gens descendent dans la rue avec des drapeaux algériens partout et se mettent à tout casser, à foutre le feu. Ça, c'est des choses que les gens lient directement à l'immigration. Et ils n'ont pas tort. On ne peut pas leur dire non plus que c'est pas lié. C'est deux phénomènes qui sont liés, non? C'est pas lié. Non, pour moi, c'est pas lié. En plus, la plupart de ces jeunes qui se baladaient avec un drapeau algérien et tout ça, et qui cassaient les quelques-uns, la plupart étaient nés ici. Oui, mais est-ce qu'ils sont français pour autant? Ça c'est une question. Est-ce qu'ils sont... La plupart est née ici. Ouais, mais maintenant, c'est là qu'on arrive vers la question de l'intégration. C'est pour ça... C'est la France qui ne veut pas les intégrer. Jusque-là, moi je ne suis pas fermé à l'intégration, je suis fermé à l'assimilation. Ce qui amène les gens à perdre tout ce qui constitue le patrimoine de leur pays d'origine. Et c'est pour moi le problème est là. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre ces gens? Moi, je vais vous dire, comme ça, je vais me baser, puisqu'on a commencé sur le personnel, je vais continuer sur le personnel. Moi, je suis issu d'une famille d'origine algérienne. Oui. Je suis moi-même né en Algérie. Ça ne m'a pas empêché là-dessus d'aller à l'école républicaine, de m'éduquer en France et tout ça. Mais là-dessus, je garde quand même un lien clair avec mon pays d'origine, ce qui ne veut pas dire que je n'ai... C'est une double allégeance. Bien sûr, mais ça ne peut pas, ça n'existe pas la double allégeance. Comment ça, double allégeance? C'est-à-dire qu'il y a toujours une double allégeance, c'est-à-dire qu'on se rendrait fidèle à deux patries à la fois. C'est pas possible. Mais il y en a toujours une des deux. Qui a décrété ce principe selon lequel on ne pourrait pas appartenir à deux patries? Et moi j'irais même plus c'est loin. Le discours des sionistes de Kalasfeld qui vont tuer des Palestiniens sur le bord de frontière. Il dit je suis franco-israélien. J'irais même plus loin, et c'est ma vision telle que je suis, c'est que là où j'irais, je me sentirais chez moi et je m'ouvrirais. Mais c'est pas du colonialisme, ça, justement. C'est-à-dire d'être partout chez soi. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas une histoire de colonialisme. Moi, là où j'irais... le colon, c'était ça la mentalité du colonisateur. C'est de se sentir partout chez lui. C'est d'imposer... Non, le colonisateur, c'est pas du tout ça. C'est pas d'y aller, c'est de vouloir imposer ses règles chez l'autre. C'est différent. Non mais là c'est un peu pareil là. Moi, non, j'impose pas mes règles. Moi, quelqu'un qui vient, qui dit je prends pas les règles françaises, je viens avec mes règles. Il impose ses règles. J'ai jamais dit ça. Ah bah si, on a dit qu'il vient, il garde sa culture, il n'est pas obligé d'adopter la culture française. Mais pour moi, c'est là que... La culture française n'existe pas. Non, je sais pas comment vous faire comprendre. Dissocier culture et dissocier espace législatif. Il y a évidemment dans un pays... C'est complètement lié. On ne peut pas dissocier la culture de la... C'est-à-dire quand on parle de culture en France, pour moi c'est la culture française. La culture française elle existe, comme il y aura une culture allemande, une culture italienne, malienne, chinoise, malaise, je pense que c'est là que la différence se situe et
qu'on ne s'entend pas forcément. C'est que pour moi, il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que un Indien peut très bien arriver en France, vouloir y faire sa vie, et en même temps conserver sa culture indienne, et ne jamais adopter la culture française. Mais il sera jamais Mais français. qu'est-ce que vous entendez par culture française? C'est là Bah, que quand je dis c'est là que ça culture me pose. française, quelqu'un quand je dis culture, c'est l'ensemble des choses qui forment la vie du pays, c'est-à-dire la langue, la religion, les mœurs, les coutumes, l'histoire. C'est un package, quoi. C'est ça la culture française. C'est un package de tout, de s'intéresser et à des trésors du passé. Tiens, je vais reprendre l'expression de... comment elle s'appelle, de Madame Veil, mais pas la... Je sais pas. Pas évidemment la philosophe, pas la politique. Voilà, les trésors du passé. Je suis, moi après, là-dessus, ces trésors passés, je vois pas en quoi ils influeraient sur le fait de respecter des lois. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que la situation, alors là, parce qu'on va bientôt faire la pause, mais juste pour avant la pause, est-ce que justement, c'est pour ça que je reprends mon exemple de tout à l'heure, est-ce que ces jeunes-là qui foutent la merde, entre guillemets, avec des drapeaux d'une autre nation, qui revendiquent une autre nation, parce qu'eux, ils ne revendiquent pas la France, ils refusent la France, en bloc. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors avec ces gens qui sont, en plus, administrativement français? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'administrativement, effectivement, ils ont des papiers français, mais culturellement, ils ne se sentent pas français, ils refusent cette identification française. Comment la France doit réagir? Là, précisément, c'est intéressant. Mais ça, à mon avis, il y a eu un travail qui a été totalement délaissé par le politique pour permettre, bien sûr, un étranger, quand il arrive, il est un petit peu désavantagé parce que... Attends, faut me comprendre. Il est désavantagé par le fait qu'il ne connaît pas la législation et tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une intégration à faire pour faire comprendre aux étrangers quand ils arrivent et tout ça. Maintenant, s'il est né en France, ce qui est clair, c'est qu'il faut essayer de se poser la question pourquoi il ne se sent pas français. Mais on n'est pas... Mais qui doit se poser la question, nous ou lui? C'est ça un peu. Autant nous que lui. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous, on prend de la distance et qu'on se permet de le juger de loin, qu'on n'y va pas, et que lui aussi ne se permet pas d'aller vers nous, ce que je dis, c'est qu'il faut se rencontrer et il faut discuter là-dessus. Mais combien de politiques ont fait ça, d'aller discuter avec des jeunes comme ça, qui faisaient la fête lorsque l'Algérie a gagné, s'est qualifiée pour les phases finales de la Coupe du Monde. Combien de politiques l'ont fait, sont allés parler avec ces jeunes-là pour savoir ce qu'ils avaient dans le cœur, dans la tête et tout ça. C'est quelque chose d'assez important. Moi, je vais vous dire... quand on voit des gens en train de foutre le feu sur des voitures, non, mais pas forcément. On a envie d'aller je dis pas forcément sur le moment. Ouais. Je dis pas forcément sur le moment, mais après, là-dessus, plutôt que d'être uniquement dans la sanction, à mon avis, il faut aussi avoir un rôle éducatif. Mais est-ce que justement les gens qui ne participent pas à ça, c'est pas parce que justement ils se sentent français et qu'ils ne participeront pas à ça, justement, au nom de cette appartenance? Parce que c'est un peu antinomique d'aller détruire son propre pays si on se sent chez soi, on ne peut pas le détruire. C'est un peu comme, voilà, on se sent chez soi, si je suis chez moi, j'ai pas envie de... Ou alors je suis complètement fou, quoi. Si je me mets à détruire les murs comme ça sans raison, c'est de la folie. Non, c'est pas une attitude un peu, on peut pas dire masochiste, mais quand même un peu suicidaire. Non? Mais je sais pas où est le débat, parce que ça n'existe pas uniquement avec des Algériens ici. J'ai pas vu beaucoup. Très honnêtement, on voit pas beaucoup les Chinois défiler. Non, mais... On voit qui d'autre, très honnêtement. Alors je dis les Algériens, voilà, j'ai donné cet exemple, mais malheureusement, je vois pas d'autres exemples. J'aimerais bien, mais j'en ai pas. L'exemple que vous dites, là-dessus, je le conçois, est peut-être le plus visible. Mais, par exemple, pour les Chinois,
il y a aussi une question à se poser. C'est comment est-ce qu'on fait pour que cette communauté ne vive pas non plus repliée et qu'elle s'ouvre aux autres. Aller à Aubervilliers, au niveau de la porte d'Aubervilliers, et aller voir qui est employé. La rue, bien sûr. Et aller voir. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a un travail à faire, justement, pour permettre à ce que les différentes communautés s'ouvrent. Là-dessus, moi j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là là, c'est incroyable, pourquoi les Chinois ils travaillent qu'entre eux et puis la rue est tout à eux, pourquoi est-ce que tout ça ?» C'est facile d'être dans cette posture-là, de juger et de dire mais à mon avis, ce qu'il faut, c'est permettre aux différentes communautés de s'ouvrir aux autres, de se comprendre, et vous verrez. C'est pas que le Chinois, s'il veut employer que des Chinois, c'est pas qu'il est... c'est pourquoi les Français, ils n'ont pas de grief contre les Chinois, justement. C'est pas qu'il est... Hein, ils n'ont pas de grief contre les Chinois. Dans toutes les enquêtes d'opinion, dans tout ce qu'on sait. Pourquoi il y a une différence alors dans l'appréciation communautaire? Moi, je vous parle d'un point de vue local, de ce que je vois sur Aubervilliers. Local, mais même local, bien sûr. De ce que je vois sur Aubervilliers. Mais on vit tout ça localement. Je vois des gens qui n'ont pas forcément de grief, mais qui me disent et qui s'interrogent pourquoi est-ce que les Chinois travaillent uniquement entre eux. C'est une question claire qu'il faut se poser. Mais on peut se la poser à propos de toutes les communautés. Et on peut les Chinois. Bravo, non mais bravo. Parce que moi je vois les Juifs travailler entre eux au sentier. Bien sûr. Les Arabes travaillent entre eux. Moi quand je vais dans des grecs, il est rare que je vois un blanc travailler dans un grec ou un noir dans un grec. Je suis désolé. C'est peut-être une question à se poser qui révèle aussi quelque chose. C'est que on n'a pas encore trouvé parfaitement les moyens d'intégrer les populations. On a surtout fait face aujourd'hui à des politiques qui ont tendance à les diviser et à forcer chacun à vivre sur soi. Et moi, j'ai cette vision-là, je pense honnêtement que on est capable, si on le veut, de défendre une vision humaniste, universaliste qui permette aux gens de se voir en fonction de leurs compétences et non pas en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de quoi que ce soit. Je veux être dans une société, et je veux construire cette société, où chacun voit l'autre pour ce qu'il fait, et non pas forcément pour ce qu'il est. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. De toute façon, c'est pas... Mais c'est intéressant, j'adore. Juste on va en parler encore, parce que il y a plein de réactions, et puis il y a des problèmes de lab, on va essayer de régler ça. C'est bon pour la petite pause. C'est parti, petite pause, et on revient juste après. Voilà, on nous disait que Jean-Luc Mélenchon défendait les ouvriers, ayant lui-même un très très bon salaire. C'est aussi le cas de Marine Le Pen au demeurant, parce que ce qu'on parle souvent, faut en donner pour tout le monde. Marine Le Pen, elle est grassement payée aussi par l'Union Européenne. Donc, mais bon, c'est pas un peu paradoxal, c'est vrai qu'on se dit on défend les ouvriers, puis on a un salaire de Premier ministre, si j'ose dire. On sait tous qu'un sénateur, comme il l'était, était très très bien payé, un député européen aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi là-dessus, non ? Je sais pas, moi il me semble qu'à un moment, je dis ça comme ça, mais les députés communistes du temps des années 60-70, ils reversaient leur salaire au parti, ils n'en gardaient pas la totalité, il me semble. C'est terminé, ça, au parti de gauche, chacun garde son salaire. Il n'y a pas en tout cas de... Ah non, ça il faut regarder les statuts, on reverse déjà 20% de nos indemnités. Ouais. Et puis, ceux qui font le procès à Mélenchon d'être trop payé devraient se renseigner un petit peu, parce qu'il avait fait une demande à ce que le salaire des députés européens soit réduit de 25%. Évidemment, ça n'a pas été suivi par les autres députés européens qui, eux, ne voulaient pas en entendre parler. Mais en tout cas, c'est vrai que oui, la plupart des députés, sénateurs et députés européens sont en effet grassement payés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en effet une indemnité de base, puis une indemnité de représentation, puis une enveloppe associée pour payer les collaborateurs. Puis c'est vrai. Maintenant, de toute façon, à partir du moment où on est député, ou on est parlementaire ou quoi que ce soit, c'est sûr que là-dessus, il y a
il y a un travail idéologique à faire. Maintenant, lui a décidé de le faire pour défendre les ouvriers. Je pense que c'est pas parce que il touche un salaire qui peut sembler élevé, à mon avis, comme je vous ai dit, s'il reverse déjà les 20%, et d'après ce que je sais, il en reverse même plus au parti, je pense qu'il n'y a pas un pro, il n'y a pas de problème particulier, il ne doit pas toucher énormément à la fin. Mais est-ce qu'il est clair, Mais Mélenchon voilà. aussi, sur certains, justement, Sur, abordons le cas Mélenchon, mais il y a quand même des choses. Moi, Jean-Luc Mélenchon, qui m'intrigue, la première des choses, c'est il a déclaré, donc c'est une déclaration de Jean-Luc Mélenchon, que sortir de l'euro était maréchaliste, évidemment en faisant référence au maréchal Pétain pour nous dire que ce serait le collabo suprême, celui qui veut sortir de l'euro. Je vous renvoie de nouveau à la résolution du parti de gauche sur l'euro. Même Mélenchon s'est déjà prononcé plusieurs fois sur cette question. Il n'a pas dit que c'était une question à exclure, il a dit que c'était une question c'est une dernière solution, quoi, de sortir de l'euro. Avant, parce que c'est ça qu'on comprend pas, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a quand même urgence. Alors, on a l'impression qu'on ne prend pas de décision. Ce que dit concrètement notre résolution sur l'euro, c'est elle détaille tout un ensemble de mesures à prendre en compte, notamment le fait que la BCE puisse prêter directement aux États, c'est l'une d'entre elles, tout ça. Le but, c'est de les mettre sur la table face à la Commission européenne et d'essayer de peser au maximum pour que ces revendications soient prises en compte. Et cette résolution dit, si ça n'est pas pris en compte, nous n'excluons pas une sortie de l'euro. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une discussion à avoir, non pas, ça c'est la résolution du parti de gauche, après il y a une discussion en effet à avoir au sein du front de gauche avec les autres composantes, mais ce qui est sûr, c'est que Mélenchon a été très clair là-dessus. Justement, il n'exclut pas une sortie de l'euro en dernier recours. Alors il n'exclut pas, moi j'essaie juste de comprendre le raisonnement. Donc on dit, on va voir la Commission européenne, si on n'est pas entendu, c'est-à-dire nous, la France, mais ça implique d'avoir déjà les clés du gouvernement. Bien sûr. Donc voilà, donc il faut avoir les clés du gouvernement, donc déjà ça c'est pas évident. Ensuite, on doit aller voir la Commission européenne, négocier au nom de la France, mais il y a 28 États. Si les autres ne sont pas d'accord. Il y a 28 États, mais on n'est pas n'importe quel État. Oui, mais ça ne tient pas cet argument. Non, Ça ne tient pas. Parce que pour changer un traité, il faut la signature des 28. On ne sait pas en fonction de la taille. Même la Croatie devra signer, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, tout le monde devra signer pour changer le traité. C'est pas une question de taille. Si on dit qu'il y a un traité, qu'on doit le changer, il faut que tout le monde soit d'accord. Tout le monde, à l'unanimité. Les traités, c'est unanimité. Sur la sortie de la zone euro, je vous renvoie juste à la résolution. Ouais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que sortir de l'euro, déjà, c'est pas prévu dans les traités. Ça veut dire que pour sortir de l'euro, d'ailleurs, c'est pas prévu dans les traités. C'est la Commission européenne qui l'a dit elle-même. Et il faut sortir de l'Union européenne. C'est le seul moyen. Il y a une chose, et ça va être... je vais vous dire, il faut essayer de réfléchir à justement ce qui n'est pas prévu par les traités. Sortir de l'euro, ça n'est pas. Attali, qui a rédigé le traité de Maastricht, l'a même dit. Il rigole même, il dit « Oh, c'était pas très démocratique quand on a fait ça, mais on l'a fait exprès. » C'est pas moi, c'est à Jacques Attali, c'est pas moi. Les traités prévoient pas non plus, avaient pas non plus prévu la création de la BPI. La BPI. La Banque publique d'investissement. Ouais. Ce qu'il est possible de demander, c'est que la BCE prête à la BPI. Ça, il n'y a aucune interdiction là-dessus, puisque c'est pas prévu dans le traité. Après que les Allemands ils seront d'accord, jamais de la vie. Ça, c'est une façon d'amorcer une sorte de crise politique et diplomatique en Europe, puisque ce n'est pas prévu dans les traités. Et ensuite, ça, c'est à partir de ce moment-là que peuvent être mis sur la table les revendications. Et à la suite de cette crise diplomatique, il y a une décision à prendre de toute façon. Et là-dessus, choisir entre le fond de notre politique, c'est-à-dire une politique éco-socialiste, et rester dans l'Union européenne et subir une politique monétaire qui ne répond rien aux intérêts du peuple, je l'avais déjà dit, et là-dessus, il est clair qu'on choisira
l'issue qui favorise... Mais au bout de combien de temps? Parce que c'est un peu certain quand même comme programme ça. C'est-à-dire on va négocier, on ne sait pas avec qui. Parce que, comme dit, on va négocier avec la Commission européenne, mais encore, il va falloir que tous les autres donnent leur avis. C'est-à-dire les Tchèques, les Slovaques, les Anglais, les Danois, les Suédois, les Finlandais, les Irlandais, les Italiens, les Portugais, mais on va pas les citer comme ça. Bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon s'est parfaitement exprimé sur le sujet. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il a conscience d'une chose, et je vais lui demander clairement, alors là, je vais faire référence même à un homme qui était issu de votre parti, qui s'appelle René Balme, qui était le maire, qui est encore le maire de Grigny, Oui. donc qui a été au parti de gauche, quelqu'un qui a été renvoyé, semble-t-il, de votre parti, après une fumeuse histoire où il a été soi-disant attrapé par la police de la pensée parce qu'il y aurait un article sur son blog qui faisait état de ses doutes concernant un événement du 11 septembre, et immédiatement taxé évidemment d'antisémitisme, de tout ce qu'on veut, dès que, voilà, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs l'antisémitisme dans cette affaire, on n'a jamais compris, mais bon. Et cet homme-là a été viré par le Front de gauche, il a fait des vidéos où il explique clairement que ce renvoi signifie bien que le parti de gauche est quand même atlantiste, au fond. Est-ce qu'il a raison ou tort, ce monsieur Balme? C'est lui qui dit ça, il le dit dans ses vidéos, d'ailleurs c'est disponible sur internet, il en a parlé longuement, il s'exprime largement en long, en large, en travers là-dessus. C'est sa vision, c'est pas du tout la mienne. C'est pas atlantiste selon... Parce que pourquoi il s'est fait renvoyer, monsieur Balme? Parce qu'il y a quelqu'un il y a Caroline Fourest qui a sorti un article sur lui, et immédiatement au Front de gauche, c'était devenu un vilain, quelqu'un d'infréquentable, alors que visiblement, c'est pareil. Il semble qu'il ait mis en place en plus des choses intéressantes à Grigny, on vote le budget par les habitants, etc. Des choses. Moi là-dessus, je préfère dire quand je ne maîtrise pas la question, je la maîtrise pas. Mais René Balme, vous connaissez quand même. René Balme, je le connais de nom, oui, en effet. Je sais, mais vous connaissez l'affaire, cette affaire, parce que ça défraye un peu la chronique, c'est pas je connais l'affaire, mais c'est vrai que j'en maîtrise un peu le tenant, les aboutissants. Il s'est fait renvoyer pour un article sur son blog. Je sais, pour un article sur son blog, là-dessus, où il exprimait... Voilà, les doutes sur le 11 septembre. Maintenant, comme 50% des Américains, je le rappelle, et 60% des Français, quelque chose comme ça. S'il s'est fait renvoyer pour ça, il s'est fait renvoyer pour ça. Je sais pas. Mais là-dessus, en effet, je sais que ce monsieur a fait partie du parti de gauche à un moment et qu'il a dû en partir. Non, voilà. Bon. En tout cas, lui, il évoque comment on pourrait dire, le côté atlantiste, justement, du Front de gauche, qui, selon lui, va dans le sens de l'atlantisme sur ce genre de décision. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a beaucoup qui reprochent ça au Front de gauche, d'être infusible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, alors évidemment vous n'allez pas être d'accord en fait, mais c'est-à-dire que ce qu'on reproche en gros au Front de gauche, c'est de jouer un rôle un peu de supplétif du Parti socialiste pour aller ramasser, on va dire, pour aller bien mettre de côté tout ce potentiel public qui a été très déçu par le Parti socialiste, surtout après la fracture européenne. L'argument de la voiture balai du Parti socialiste... Alors, moi cet argument, dans quoi il me conforte, je le dis, je fais mon avocat du diable encore, mais je suis obligé quand même de le préciser. Cet argument, il n'est pas fondé. Oui, mais moi j'ai vu quand même un Jean-Luc Mélenchon, 8 minutes après l'annonce de François Hollande au deuxième tour, annoncer qu'il fallait voter François Hollande sans condition, alors que avec ses 9 ou 10% qu'il avait fait Mélenchon quand même comme score, il était en mesure d'au moins exiger des petites choses à François Hollande, j'en sais rien, un poste au gouvernement, lui exiger que, je sais pas, qu'il fasse voter un référendum pour le traité européen, des petites exigences, rien. Il a dit c'est sans condition, il faut voter François Hollande. Et maintenant, il nous dit, bon, je l'ai vu il y a 2-3 semaines dans une émission grand public où il expliquait qu'à Hollande, il n'avait même pas confiance en Hollande humainement. J'ai trouvé ça énorme. C'est-à-dire qu'il nous a dit, humainement, j'y crois même pas. C'est-à-dire, lui qui le connaît humainement, il dit, je n'y crois même pas humainement. Et pourtant, un certain 7 mai, 6 mai, il nous a tous dit, il fallait voter François Hollande. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi il a invité à affronter François Hollande sans condition? Ça, c'est pour être précis. Le premier tour est un vote relatif d'adhésion, le second tour est un vote d'élimination. Nous, on avait vu ce que donnait la politique de Nicolas Sarkozy.
on n'avait qu'une seule solution, forcément. On n'avait qu'un seul bulletin pour dégager Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi oui, mais il allait dégager Sarkozy. Pourquoi ne pas avoir exigé... Il allait dégager? Non, je suis pas sûr. S'il a su, le Front de gauche ne s'était pas positionné... Mais les gens ne voulaient plus de Sarkozy. Très honnêtement, Hollande, il a été élu sur l'anti-sarkozisme parce qu'il n'avait pas été élu parce que les gens voulaient François Hollande, il a été élu parce que les gens voulaient virer Sarkozy. D'ailleurs, c'est ce que je venais de confirmer là à l'instant en disant ça. Non. Les gens voulaient se virer Sarkozy. Mais est-ce qu'ils voulaient vraiment de Hollande? Je demande à voir. Vu comment il est bas dans les sondages, au bout d'un an déjà, il s'était effondré. Je ne pense pas que les gens étaient emballés par Hollande. Non, mais là-dessus, s'il a appelé à voter, c'était simplement pour éliminer la politique de... Pourquoi ne pas avoir pris d'exigence? Pourquoi pas demander des contreparties? Puisqu'il a donné un blanc-seing. Là, il s'est placé... Je peux pas vous en dire plus, c'est logique. Mais il ne s'est pas placé dans ce qu'on dit là. La voiture balai en disant, voilà, allez, votez tous pour Hollande. J'ai pas l'impression que ça soit pour faire la voiture balai et puis servir Hollande. C'était pas du tout ça. Pourtant, il lui a apporté 10% sur un plateau qu'il fallait virer la droite. Et là-dessus, je pense que c'était même la bonne solution, parce que le but c'était aussi d'envoyer un signal aux candidats de devant en disant regardez ce qui va se passer si la même politique est appliquée. Alors il se trouve qu'Hollande c'est la même politique appliquée. Exactement. Exactement. Mais Hollande applique non seulement la même politique, en pire encore, puisque à chaque fois qu'on veut faire le cercle vicieux de l'austérité, à chaque fois ça revient en pire. Donc bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas quand même une escroquerie intellectuelle sur ce mensonge dans le débat politique? Je suis pas d'accord français, parce que moi-même c'est ce que j'ai fait. Mais qui obéit je veux dire qu'on prend Sarkozy ou on prend Hollande? Les deux obéissent aux institutions européennes. Je veux dire, c'est plus eux qui maîtrisent quoi que ce soit. On leur donne comment on appelle ça? On leur donne un plan, on leur dit voilà, c'est comme ça, tout vient de Bruxelles. Donc franchement, qu'on aille élire Sarkozy ou Hollande, c'est la même politique. Donc en fait, ce qu'il faut changer, c'est le fonctionnement de cette politique, puisque ce sont des gens qui ne contrôlent rien. Donc moi, c'est là que je ne comprends pas Mélenchon, puisque il savait très bien que Hollande allait faire la même politique que Sarkozy. Et qu'il n'y a pas de différence, puisque de toute façon, les commissaires européens, c'est les mêmes, les règlements européens, c'est les mêmes, l'austérité prônée par l'Europe, c'est la même. Moi-même, j'en attendais pas grand-chose, et pourtant, j'ai quand même été déçu. C'est la formule que j'utilise pour parler de Hollande. Ouais, mais vous attendiez quand même à ce que ça fasse ce flop. Puisque Hollande, il n'a pas les moyens de faire sa politique, il n'y a rien, je veux dire, il peut absolument rien toucher, il n'a aucun levier. Tous les leviers sont dans les mains de l'Union européenne, de la BCE, du FMI, lui il n'a rien. Et en plus de ça, on a des directives, on a des réglementations, tout est imposé. Comment faire? On est simplement arrivé dans une configuration où fallait virer le tenant de l'Elysée. On avait vu sa politique. Ouais. Et là, on a une même qui fait la même politique. Sauf qu'il est un peu plus arrogant, quoi. On va dire que ça se joue donc sur l'arrogance d'un candidat. Hollande, moins arrogant. Hollande, il devient arrogant là en fin de quinquennat. Mais au début, il s'est joué normal. Ça veut dire que je suis un président normal. Peut-être un peu trop normal. Et puis là, on apprend maintenant qu'il appelle les gens sans dents, qu'il rigole, qu'il nomme un mec de Rothschild dans l'économie. Ça devrait choquer. Même Mélenchon devrait sauter sur sa chaise. Emmanuel Macron, au ministère de l'économie, ancien de la banque Rothschild. Mais on n'a pas arrêté de sauter sur nos chaises depuis, mais on n'a pas arrêté. D'ailleurs, non, parce que c'est quand même... C'est pas fort de café, un gouvernement de gauche, un banquier... J'ai du mal à comprendre là-dessus ces remarques, dans la mesure où justement on s'est exprimé sur tous ces sujets-là, et on s'est exprimé de manière... Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas eu que Mélenchon. Des gens comme Raquel Garrido, comme Alexis Corbière, l'ont parfaitement défini. Ils l'ont dit clairement. Nous, en effet, plus le mandat avance et plus on est horrifié par ce qu'on découvre. Est-ce qu'on s'attendait, en effet, en dégageant Sarkozy, là-dessus, que moins d'un an après... On est le ministre du budget qui s'avère être un évadé fiscal, qu'il y ait monsieur Aquilino Morel qui se présentait comme l'apôtre de la démondialisation avec Arnaud Montebourg, dont on découvre là-dessus qu'il profitait allègrement de sa situation.
de voir Macron arriver, de voir un député, Thomas Thévenoud, qui ne déclarait pas ses impôts depuis 3 ans. Cahuzac, qui voit des comptes en Suisse. Non mais on est d'accord et on a parfaitement dénoncé tout ça. Hein. Vous pouvez aller voir le... Non, ça, je ne dis pas que vous n'avez pas dénoncé tout ça. Non seulement on l'a dénoncé, mais on a même donné une solution et qui se base justement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les pays d'Amérique latine, qui est un mouvement qui a été fondé, le mouvement pour la 6e République, où là-dessus on est en train de pousser pour qu'il y ait un maximum de personnes qui s'intéressent à ce processus et qui s'y intègrent. Donc je pense que on a bien défini qu'on voulait en finir avec ce système oligarchique, ou que ce soit OPS ou d'antan à l'UMP, on est tous ces profiteurs et toutes ces affaires... Oui, mais c'est pas un vœu pieux si on reste dans l'Union Européenne. Parce que ça, c'est un peu des incantations, genre, ouais, on va sortir, ouais, on veut que tous les ouvriers, machin, etc. Oui, tout le monde est pour plus de justice sociale. Mais concrètement, dans l'Union Européenne, c'est pas possible.